Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous discuterons des fractures complexes du radius distal, mieux décrites comme des lésions du poignet, car elles combinent une composante osseuse avec divers degrés d'instabilité articulaire. Nous allons examiner en détail les principales composantes des fractures complexes du radius distal, ainsi que les bases essentielles de l'évaluation initiale. Cela établit les fondations sur la manière dont ces blessures doivent être abordées. Je vais aussi vous présenter quelques cas pour illustrer ces principes de traitement et les différentes stratégies pour la prise en charge chirurgicale qui, je l'espère, vous seront utiles à un moment donné. Ces blessures sont le résultat fréquemment sur des patients qui pratiquent des activités à haut risque et qui ont généralement des attentes plus élevées en ce qui concerne la fonction et le retour au travail et au sport. Malgré le traitement chirurgical, le risque de perte de fixation et d'instabilité persistante est plus élevé. Cependant, si ces défis sont compris et bien gérés, nous pouvons obtenir de bons résultats. La reconnaissance de l'énergie du traumatisme est la première étape dans l'établissement d'un plan d'action. Même si l'on peut obtenir une combinaison articulaire après un traumatisme de faible énergie chez un patient avec une fragilité osseuse, ces lésions ne sont pas comparables et ne doivent pas être traitées de la même façon. Les objectifs restent identiques à ceux des autres articulations. Il s'agit de restaurer l'anatomie et de stabiliser correctement la fracture pour garantir une mobilisation rapide et sécurisée afin de retrouver la fonction. Nous avons deux problèmes principaux avec les fractures complexes du radius distal. D'abord, le fragment. Les fractures linéaires se situent souvent au niveau ou au-delà de la ligne de partage, avec de nombreux petits fragments, et une perte de support métaphysaire, rendant la fixation difficile. Ensuite, l'instabilité. Les insertions ligamentaires restent sur les fragments, compromettant la stabilité de l'articulation radiocarpienne et ou radio-ulnaire distale. Les lignes de fracture suivent les trajectoires entre les insertions ligamentaires, et bien que les fractures du radius distal à haute énergie puissent donner lieu à une combinaison infinie de fragments fracturés. Il existe des schémas de fracture plus ou moins prévisibles et 5 fragments articulaires typiques qui peuvent être réduits et fixés à un segment métadiaphysaire stable. Il s'agit du rebord palmaire, des fragments intra-articulaires de l'angle ulnaire dorsal, de la paroi dorsale et de la colonne radiale. Les lésions dues à la charge axiale ont tendance à se produire selon deux schémas d'instabilité en fonction de la direction de la translation du carpe. Dans le schéma dorsal, le lunatum heurte la colonne intermédiaire et se subluxe dorsalement, et le coin ulnaire volaire ou le fragment en goutte d'eau pivote dorsalement et s'étend. Dans le schéma de déplacement volaire, le rebord volaire se déplace volontiers et proximalement avec le carpe. Maintenant, l'angulus de la goutte d'eau. Dans les deux cas, nous retrouvons l'autre facteur classique, les fragments, bien sûr. L'avulsion est une autre forme d'instabilité, moins fréquente. Il s'agit davantage d'une luxation du carpe avec de très petites avulsions osseuses que d'une fracture du radius distal. La colonne intermédiaire est le principal support de la charge qui traverse le poignet, en particulier l'aspect palmaire connu sous le nom de coin critique. Nous pouvons voir que cette zone est plus épaisse que le reste. C'est là que nous concentrons notre attention lorsque nous voulons évaluer l'alignement mécanique de l'articulation et la stabilité de la translation. Au point que si l'angle critique échappe à la fixation, alors tout le carpe se disloque avec cet angle. Cela signifie que l'ensemble du carpe perd sa stabilité, car l'angle critique est essentiel pour maintenir la structure en place. Sans cette fixation, le carpe ne peut rester intact et se désintègre. Comme il comprend l'échancrure sigmoïde ainsi que la facette lunaire, cela peut provoquer une instabilité au niveau de l'articulation radiocarpienne et de l'articulation radio-ulnaire distale. La restauration de la longueur et de l'inclinaison palmaire de la colonne intermédiaire est essentielle pour corriger l'axe mécanique et assurer la stabilité des deux articulations. Cela permet également de poser les bases pour la réduction des autres fragments. La colonne radiale maintient la hauteur du carpe et assure une répartition harmonieuse de la charge dans le poignet. Le fait de ne pas corriger les écarts entre les colonnes intermédiaires et radiales sollicite le ligament scapho-lunaire
ce qui modifie ensuite la cinématique du carpe. Concernant les alternatives de traitement, je vais en détailler 4, qui doivent être adaptées selon la personnalité du fracteur. Examinons le premier cas. C'est une femme de 52 ans qui a chuté de plusieurs étages. On parle d'une fracture complexe, avec un schéma d'instabilité axiale dorsale, mais l'impaction est telle qu'il est difficile de déterminer ce qui se passe exactement. Les clichés de traction se révèlent très utiles dans cette situation. Je pense qu'avec ces images, nous pouvons mieux comprendre ce que nous recherchons dans ce cas. Le scanner n'est pas obligatoire, mais il nous aide à comprendre la fracture et à mesurer la distance corticale palmaire. Lorsque nous avons un fragment d'angle volaire isolé, cette distance détermine si nous pouvons poser une plaque de verrouillage volaire ou non. Dans ce cas, elle était de 12 mm et la comminution est plus métaphysaire qu'intra-articulaire et le rayon, la styloïde est assez grande, allant du cubital au radial, pour permettre l'ajout d'au moins 2 vis. Ceci est pourquoi j'ai choisi une VLP, mais je l'ai placée un peu plus distalement. Même si pas de ténosynovite défléchisseur, encore, il faut y penser post-opératoire. L'ablation peut être nécessaire parfois. En outre, lors de l'intervention, il faut éviter les vis interarticulaires, complication lorsque la plaque dépasse la ligne de partage. Si la distance entre la corticale volaire et la plaque est sous 15 mm, il faut envisager d'autres options aux plaques de verrouillage volaire. Cela nous amène à notre deuxième alternative, la fixation spécifique au fragment. Il s'agit plus d'une philosophie de soin que d'une technique pour les fractures complexes du radius distal. Elle nous permet de restaurer l'anatomie et la stabilité avec des constructions sur mesure en fonction des besoins du patient et de la fracture. Dans plusieurs situations, il est possible de débuter la rééducation très tôt, de manière similaire à l'approche adoptée avec une plaque polaire dans des cas moins complexes. Cela permet d'optimiser les résultats et de faciliter la récupération. C'est un patient de 48 ans qui est tombé dos au travail, ayant subi une fracture avec les 5 fragments typiques très distales. Nous avons obtenu un excellent résultat, mais pour cela, il faut suivre les principes. La première étape est d'identifier les fragments. Assurez-vous d'être à l'aise pour les repérer sur une simple radiographie, car c'est ce que vous aurez en chirurgie. Les allers-retours à la radiographie et le scanner, vraiment utiles. Mais je vous recommande fortement de lire cet article si vous souhaitez devenir incollable sur les radiographies distales. Prochaine étape est de réduire et fixer chaque fragment séparément, en débutant par l'angle cubital palmaire. Ici, le fragment était très petit, moins de 5 mm, donc j'ai utilisé une plaque à broche. À ce stade, nous visons à corriger l'angle en goutte d'eau et l'évaluons sur la vue latérale à 10 degrés. J'ai ensuite procédé à l'alignement dorsal. J'ai d'abord soigneusement fixé l'angle ulnaire dorsal. Ensuite, j'ai mis en place un greffon osseux cortico-cancéreux afin de soulever les fragments intra-articulaires. Puis, j'ai refermé la zone de l'angle ulnaire avec attention. Paroi dorsale. J'utilise 2 plaques dorsales avec broche. Elles utilisent des broches pour les fragments et les plaques apportent une stabilité supplémentaire à la broche. Elles ajoutent aussi un effet de contrefort à ces fragments. À ce stade, nous procédons à l'évaluation de la correction de l'alignement radiocarpien. Une ligne tangentielle, tracée depuis la corticale volaire, doit passer juste à l'intérieur du centre du lunatum. 2 cercles concentriques devraient se former, prolongeant ainsi le rayon distal. Avoir une colonne intermédiaire stable nous permet de réduire la styloïde radiale dessus. Construction d'une structure de répartition des charges. Ce sont des plaques semi-élastiques qui évitent le perçage et l'utilisation de vis, réduisant le risque de fracturer davantage le fragment et sont de faible profil, permettant une mise en place plus distale. L'objectif reste d'obtenir sûr et efficace. C'est un autre cas de fracture avec un modèle d'instabilité volaire. Il y a une double fracture de la corticale palmaire, laissant un petit fragment de l'angle ulnaire palmaire.
Cependant, le scanner révèle un gros fragment dorsal sur la colonne intermédiaire et la lèvre dorsale montre une avulsion sans compromettre la stabilité ou la congruence articulaire. Dans ce cas, j'ai utilisé une plaque à crochet volaire pour le fragment de l'angle cubital volaire. Et vous pouvez insérer une vis à travers cette plaque qui va sous chondral jusqu'à l'angle cubital dorsal, ce qui nous permet d'éviter l'approche dorsale et la fixation dorsale. Pour la colonne radiale, j'ai utilisé 2 plaques pour équilibrer le déplacement palmaire et radial. Une construction différente, mais les mêmes principes s'appliquent. Dans les situations où le schéma d'instabilité est dorsal et où le fragment de la paroi dorsale ainsi que le coin cubital dorsal sont petits et instables, il est essentiel de fixer la colonne intermédiaire à la fois à l'avant et à l'arrière. Nous n'avons pas pu utiliser la construction que nous avions adoptée dans le cas précédent. Il n'est pas rare de rencontrer une scission coronale de la styloïde radiale. Dans ce scénario, l'utilisation d'une seule plaque radiale pourrait ne pas être suffisante. En utilisant une configuration de 90-90 degrés, nous sommes capables de contrôler non seulement les plans, mais aussi le déplacement. Vous pouvez observer comment la construction est spécifiquement adaptée à la fracture, et non l'inverse, dans chaque situation. Mais il faut suivre les principes. La fixation externe permet d'obtenir une réduction grâce à la ligamentotaxie. Elle contrôle la translation du carpe et la charge axiale. Elle est rapide, peu invasive. Un plaque en pont offre un assimilé à celui du fixateur externe, mais elle est plus facile à gérer pour le patient en post-opératoire et comme elle évite le contact avec les tendons extenseurs, il est plus facile pour le patient de bouger ses doigts dès le début. Cependant, une réduction adéquate n'est obtenue que dans la moitié des cas où la ligamentotaxilisée, et une perte de réduction est attendue dans les semaines suivantes. Le fixateur externe est utilisé seul pour les fractures complexes du radius distal. L'efficienté est non seulement un peu plus élevée pour la fixation externe, mais elle apparaît également au cours des 5 à 7 premières semaines. Parfois, la fracture n'est pas encore guérie. Ainsi, même s'il s'agit d'une infection superficielle, elle nécessite la plupart du temps le retrait du fixateur externe avant que la fracture ne soit suffisamment stable. Quelle que soit la solution choisie, que ce soit un fixateur externe ou une plaque pont, il est important de garder à l'esprit que certains fragments ne se réduisent pas sous l'effet de la traction. Cela inclut le coin cubital palmaire, ce fameux coin critique dont nous avons beaucoup parlé. Il se déplace dorsalement sous la traction, ce qui peut entraîner une guérison de la fracture avec une incongruence articulaire. Cela étant dit, ces systèmes doivent uniquement être utilisés en complément de la fixation interne des fragments critiques. Il s'agit d'un patient de 35 ans, victime d'un accident de moto, qui s'est présenté aux urgences avec cette fracture. Dans ce cas, la comminution métaphysaire est plus importante et il y a une perte totale de support pour les fragments articulaires. C'est un cas idéal pour compléter avec une plaque de pont ou un fixateur externe. Je commence par mettre une plaque à l'angle palmaire pour pouvoir bouger librement le fragment. Puis j'exerce une traction et la fracture s'améliore nettement. Encore une fois, en examinant de plus près, on remarque que l'angle en goutte d'eau reste fermé. Le mur dorsal se déplace vers l'arrière. Et la distance à une liquionnelle coronale dans la colonne intermédiaire. Le carpe est légèrement déplacé vers l'arrière car la plaque de pont aggrave la subluxation du carpe lorsque la paroi dorsale est instable. J'ai un enfant de 4 ans, je connais toutes les chaussettes. La fixation de la colonne intermédiaire corrige la translation du carpe et la congruence articulaire.
Seulement la fracture guérit avec succès. Je voudrais conclure cet exposé par quelques réflexions finales. Les fractures complexes du radius distal ne sont pas simplement des fractures. Nous devons les traiter comme des blessures du poignet. Les plaques de verrouillage polaire ne sont souvent pas idéales. Mais surtout, un seul modèle ne convient pas toujours. Interrogez-vous sur l'énergie du traumatisme, identifiez vos fragments, leur nombre, leur taille, et recherchez des schémas d'instabilité. Merci pour l'invitation à parler d'un sujet qui me passionne. À la prochaine!